L'humanité a toujours eu cette obsession, celle de repousser les frontières, de voir ce qu'il y a juste derrière l'horizon. Sauf qu'aujourd'hui, cet horizon, c'est l'immensité de l'espace. Et la vraie question, ce n'est plus simplement où est-ce qu'on va, mais plutôt en quoi va-t-on se transformer. Et cette phrase d'Adrien Tchaïkovski, elle résume tout, non? Si l'espace est un océan, c'est un sans rivage. Ça donne le vertige. On est sur le point de plonger dans cet océan infini, et ça nous oblige à envisager deux futurs, mais alors deux futurs radicalement différents pour notre espèce. Alors, la première étape de ce grand voyage, la destination qui nous fait tous rêver depuis des décennies, c'est Mars, évidemment, la fameuse planète rouge, ce fantasme un peu fou d'une deuxième Terre. Sauf que le rêve, il se heurte très vite à une réalité, disons, brutale. Mars, c'est un monde incroyablement hostile. Il n'y a pas d'air, pas vraiment d'eau accessible, pas de bouclier contre les radiations mortelles. Bref, pour faire simple, tout ce qui nous permet de vivre tranquillement sur Terre, là-bas, ça n'existe pas. C'est le défi de survie ultime. Ok, alors comment on fait pour survivre là-dedans? On va voir ça un peu comme un guide pratique, un vrai manuel de survie pour les futurs colons martiens. Quels sont les problèmes à régler un par un pour espérer s'installer durablement? La première brique de tout l'édifice, la question absolument fondamentale, c'est l'énergie. Sans jus, pas de chauffage, pas d'oxygène, impossible de faire pousser quoi que ce soit. C'est simple, sans énergie, il n'y a rien. Et là, attention, première surprise. Pendant longtemps, on a cru que le nucléaire était la seule solution. Mais en fait, des études récentes montrent que non. Sur quasiment la moitié de la planète autour de l'équateur, le solaire est carrément plus efficace. L'astuce, c'est de se servir de l'énergie solaire pendant la journée pour produire de l'hydrogène, qu'on utilise ensuite comme carburant la nuit. Et en plus, c'est beaucoup plus léger à envoyer depuis la Terre, ce qui est un avantage énorme. Bon, une fois qu'on a de l'électricité, on peut commencer à penser au reste. Un toit sur la tête et surtout, à manger. Ce qu'on voit là, c'est un concept de module de culture. Et c'est hyper important de comprendre que ce n'est pas juste une usine à légumes. C'est un petit bout de terre, un coin de verdure absolument vital pour le moral des colons. Mais au-delà de l'aspect psychologique, il y a des chiffres, des maths implacables. Les données du CNS, par exemple, sont très claires. Chaque jour, pour une seule personne, il faut compter quasiment 14 litres d'eau, presque 1 kilo d'oxygène, et bien sûr de quoi tenir niveau calories. Tout le système de survie doit être bâti autour de ces besoins non négociables. Et pour la nourriture, justement, il va falloir faire des choix, de vrais choix stratégiques. C'est un peu comme dans un jeu de gestion, vous voyez? D'un côté, les fermes hydroponiques. Elles coûtent moins cher à mettre en place au début. De l'autre, l'élevage. Ça demande beaucoup plus d'énergie, mais sur le long terme, ça pourrait être plus productif par personne. Le bon choix dépendra vraiment de la situation, des ressources disponibles à ce moment-là. Bon, on a parlé technique, logistique, mais le plus grand obstacle, en fin de compte, ce n'est peut-être pas le matériel, c'est nous. C'est la fragilité de nos corps et de nos esprits face à un monde qui n'est absolument pas fait pour nous. Et voilà l'ennemi numéro 1, un ennemi invisible, les radiations cosmiques. L'atmosphère de Mars est tellement fine, son champ magnétique si faible, qu'il n'y a quasiment aucune protection. Ça veut dire que les colons seraient bombardés en permanence par des particules super dangereuses. Et l'effet de ces radiations, il n'est pas théorique, il est bien réel et dévastateur. Regardez, au niveau de nos cellules, voilà ce qui se passe. Les radiations peuvent littéralement casser notre ADN en deux. Le corps essaie de réparer les dégâts, bien sûr, mais parfois il se trompe, et ça peut provoquer des cancers, des mutations. C'est une épée de Damoclès permanente. Et comme si la menace physique ne suffisait pas, il y a la pression psychologique. C'est très parlant quand on met ces deux images côte à côte. À gauche, on a la réalité d'un habitat spatial. C'est fonctionnel, mais c'est froid, c'est stérile. À droite, on a le genre d'environnement dont un être humain a besoin pour ne pas devenir fou sur le long terme. Le fossé entre les deux, il est gigantesque. On a des simulations, comme l'expérience Mars 500, qui nous ont donné un aperçu assez terrifiant de ce qui attend les colons. Imaginez un peu, être enfermé pendant plus de 500 jours. Ne jamais pouvoir avoir une simple conversation en direct avec qui que ce soit sur Terre à cause du décalage. La monotonie, l'isolement, les tensions dans le groupe qui montent. Le vrai danger, au final, il pourrait venir de l'intérieur de l'habitat. Alors, face à toutes ces limites, qu'elles soient physiques ou mentales, une question un peu folle commence à se poser. Et si la solution, ce n'était pas de terraformer Mars, mais de marsoformer l'humain? Et si pour survivre, il fallait changer la définition même de ce que c'est être humain? Et ça, c'est l'idée centrale du transhumanisme. C'est une philosophie qui dit « La technologie ne doit pas seulement servir à fabriquer des outils, elle doit nous servir à nous améliorer nous-mêmes, à dépasser les limites de notre propre biologie, ses maladies, ses faiblesses, et pourquoi pas, la mort elle-même. » Évidemment, cette vision peut prendre des formes assez dérangeantes. L'image qu'on voit là, elle vient du jeu vidéo Soma, et elle explore une des pistes possibles, l'hybridation homme-machine.
mais une hybridation presque forcée, où la survie a un prix terrible, la souffrance et la perte de ce qui nous rend humains. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'argument de fond. Le corps est perçu comme une limite tragique. L'idée, c'est « et si notre corps n'était finalement qu'une prison de chair, une simple machine biologique trop fragile qu'il faudrait absolument dépasser avec la technologie pour pouvoir enfin être libre ?» Mais il y a une autre voie. Une voie peut-être encore plus radicale que de modifier le corps, s'en débarrasser complètement. C'est ce qu'on appelle l'uploading ou le transfert de conscience. Le concept est simple, mais vertigineux. On scanne le cerveau, on copie l'esprit et on le fait tourner sur un ordinateur. Et voilà à quoi cet avenir pourrait ressembler. Ça, c'est l'Ark, toujours dans Soma. C'est une sorte d'arche de Noé, mais numérique. Un monde virtuel, un paradis artificiel où des consciences humaines numérisées pourraient vivre pour toujours. Plus de faim, plus de maladies, plus de morts, une existence totalement dématérialisée. Et donc on en arrive à un point de bascule, un choix fondamental. 2 avenirs possibles pour l'humanité se dessinent, et les 2 naissent de cette même envie de survivre, d'aller toujours plus loin. Alors résumons ce choix ultime. D'un côté, on a le corps évolué, on fusionne avec la machine pour survivre dans le monde réel, aussi hostile soit-il, mais on risque d'y laisser notre humanité. De l'autre côté, la conscience numérique. On abandonne le monde physique pour vivre éternellement dans une simulation. C'est le paradis, mais c'est une déconnexion totale du réel. Chaque option a un prix. La question finale est donc là, entière. L'avenir de l'humanité, il se trouve dans les étoiles ou à l'intérieur de la machine? Doit-on s'adapter pour conquérir le monde physique ou faut-il plutôt créer de nouveaux mondes, purement numériques? Conquérir l'espace ou transcender la matière? C'est peut-être bien la question la plus importante que l'on n'aura jamais à se poser.